Bonjour à tous. Je vois que cette assistance est nombreuse et c'est bien de pouvoir se réunir sur à la fois quelque chose qui peut paraître appartenir à une sphère d'abstraction relativement rébarbative et en même temps dont nous percevons tous que l'enjeu est central. Pas seulement central intellectuellement, mais central aussi pour ce que nous sommes dans la cité, hein, ce que nous voulons faire de la cité. Et moi, ça sera... Enfin, je pense que je ne serai pas en rupture de ce point de vue-là avec le discours précédent, avec le discours de Corinne, qui est résolument installé au cœur du politique, sans qu'il soit besoin de dire à chaque fois politique au sens large du terme. Il ne s'agit évidemment pas de l'approche de la vie politique qui nous occupe aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette interrogation sur le politique est vraiment transversale, je crois, à toutes les interventions qui ont été programmées aujourd'hui. Et la mienne ne dérogera pas, bien entendu, à la règle, puisque je parle ici donc en tant que politiste. C'est mon intitulé, c'est un peu ma raison sociale, puisque j'appartiens à la section de sciences politiques de l'université, mais en fait essentiellement en tant que philosophe. Alors, j'ai posé une question simple. Quelle éthique pour la cité? Quelle éthique pour la cité? Ce titre, je vais le commenter de façon un peu récurrente en revenant sur chacun des mots et sur un qui me servira vraiment de pivot, de centre de gravité, qui est la préposition « pour ». Donc, quelle éthique pour la cité? D'abord, nous posons une question. Hein, donc, nous nous interrogeons sur une cité qui est en demande d'éthique. Qui est en demande d'éthique à la fois parce que, je dirais pour deux raisons qui peuvent apparaître comme contradictoires, elle est en demande d'éthique parce qu'elle est en peine d'éthique, elle est en peine de repères, comme on dit parfois de façon un peu machinale, nous sommes en manque de repères, mais ça n'est pas parce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les journaux ou dans les magazines que c'est faux. Hein. C'est vrai que notre société est en panne, en peine de repères, et que ces repères, en l'occurrence, ce sont bien des repères de valeur. Donc il y a une interrogation sur un manque, hein, le manque qui suscite effectivement le désir. Je n'aime pas trop qu'on parle de désir. Il y a quelques années, nous avions eu une discussion avec Emmanuel Hirsch. On avait fait un programme des activités de l'espace éthique à PHP en parlant de désir d'éthique. Et je dis, bon, ça ne relève pas vraiment du désir. Mais effectivement, cette demande, là où est un manque. Et puis, la raison, donc, l'autre pôle apparemment contradictoire de cette demande d'éthique, c'est qu'effectivement, il y a un vif intérêt, il y a un manque, il y a un déficit, et il y a un vif intérêt dont on peut se demander, redoublement de la question, d'ailleurs, pourquoi il existe ce déficit, ce sentiment d'intérêt pour l'éthique. Après tout, disons l'effacement d'un certain nombre de repères éthiques, l'effacement d'un certain nombre de valeurs pourrait être l'objet d'un accommodement général. Des auteurs contemporains, je pense à Gilles Lipovetsky, je pense à Alain Etchegoyen, ont d'ailleurs commenté
l'interrogation récurrente sur l'éthique dans notre société comme quelque chose d'un peu, disons comme une pose, hein, comme une sorte de posture un peu tartuffienne d'une société qui se piquait de s'interroger sur ses valeurs perdues, tout en n'en pensant pas moins et en étant en fait bien contente que ces valeurs soient beaucoup plus floues et beaucoup moins contraignantes qu'elles n'ont pu l'être dans des sociétés antérieures. Alors, c'est vrai qu'il y a, de toute façon, il y a de la contradiction là-dedans, et je crois qu'on ne doit pas se le masquer. De là à dire que l'interrogation sur l'éthique est une sorte de pose ou de mode, hein, comme le disent certains, une sorte de valse des éthiques, comme dit joliment Etchegoyen, je crois qu'on passe quand même à côté de quelque chose, à savoir que il y a bien une inquiétude éthique qui taraude notre société, et cette inquiétude, c'est là que j'en viendrai à un des aspects aussi importants de mon intervention. Cette inquiétude, elle est à la fois collective et individuelle, hein, c'est celle du sujet. L'inquiétude sur l'éthique, la demande d'éthique, le constat à la fois soulagé par certains aspects, mais angoissé par d'autres, que les valeurs ne sont plus disponibles, et bien tout cela, c'est à la fois le fait d'un sujet qui est dans notre société démocratique, à la fois un sujet individuel et un sujet collectif, sans qu'il y ait continuité logique entre les deux. Il y a au contraire souvent tension, voire plus. Il y a souvent incompatibilité entre les aspirations du sujet individuel et les aspirations du sujet collectif, pour autant que ce sujet collectif, d'ailleurs, se connaisse lui-même, le nous étant parfois, disons, l'effacement du nous faisant partie aussi de cet effacement général des repères. Voilà quelques réflexions sur la question, quelle éthique, hein, quelle éthique, j'en ai d'autres encore, hein, dans mon tiroir, disons, tout simplement préliminaire d'analyse de la formule que j'ai choisie. Quelle éthique, ça veut dire une éthique, si tant est qu'il y en ait une, de quelle nature? Quelle éthique, c'est-à-dire laquelle? Nous verrons que, là encore, il y a des postulations contradictoires. Il y a à la fois dans la demande d'éthique, la demande d'énoncés éthiques, sur le mode du voilà, il est bien d'eux, il est mal d'eux, hein, voire sur le mode prescriptif, même si aujourd'hui il nous donne des boutons, tu ne feras pas ceci ou tu feras plutôt cela. Donc il y a bien là des contenus qui nous intéressent, et peut-être autre chose que des contenus. Quelle éthique, c'est quelle forme, hein, quel rapport à l'éthique, indépendamment de ces contenus, quel type de pratique de l'éthique, hein, quel type de dimension éthique est-il possible de donner à la vie dans la cité, à la vie des sujets individuels et collectifs de la cité. Voilà pour cette interrogation sur la nature de l'éthique comme contenu, mais aussi comme lien. Est-ce que ça a droit au respect, ça? Bon. Je demande à Corinne si elle est... et puis, alors, mon pivot, hein, quelle éthique pour la cité? La question est centrée, enfin, je l'ai choisi, posée dans cette forme simple d'ailleurs, mais centrée sur la polysémie de pour, puisque pour
renvoie à la fois à l'effort et à l'horizon éthique du sujet, mais aussi à la question du contenu et de la cristallisation de ce contenu en normes. Pour la cité, c'est l'éthique qui peut convenir à la cité pour ce qu'elle est, en fonction de ce qu'elle est anthropologiquement, historiquement, l'éthique qui lui est appropriée aux besoins, les contenus éthiques qui peuvent prendre la place d'autres contenus éthiques, mais plus profondément, il s'agit bien de ce que cette cité-là est capable d'énoncer, est capable de mettre à l'ordre du jour en matière de relation à l'éthique. La cité vers laquelle se tournent nos regards en demande d'éthique est une cité qui, pour fonctionner comme cité, a besoin du lien éthique. L'éthique, comme on dit faire cité, il faut faire éthique pour faire cité. C'est-à-dire que la cité est une pourvoyeuse de questions éthiques, et ça n'est pas un énoncé évident que je profère ici, parce qu'on pourrait estimer, dans une conception machiavélienne de la cité et de la politique, que l'éthique et la cité, justement, sont peut-être à la rigueur des parallèles, mais en tout cas des séries qui ne se rejoignent pas. Donc, à quel moment y a-t-il orientation ou dédicace de cette interrogation éthique qui est la nôtre en direction de la cité qui n'est pas seulement le groupe, la cité n'est pas le groupe, ça n'est pas seulement une jolie expression un petit peu antiquisante que nous mettons à la place de société. Bon, ça n'est pas spécialement mal ou mauvais ou condamnable de le faire, mais dans le concept de cité, il y a plus que cet euphémisme qui sert à dire autrement la société. Il y a bien l'organisation de cette société par une conscience collective et par un ensemble de consciences individuelles qui réfléchissent le destin commun. Et là commence la politique. Le sujet de cette cité, qui est là, pour le coup, un sujet politique, c'est le peuple. C'est, comme disaient les Grecs, le démos. C'est ce sujet conscient de lui-même, conscient de sa vocation à faire cité, et ce que j'essaie de dire ici, dans la foulée et dans la même dynamique de faire éthique, ce sujet peuple, ce sujet qui devient un peuple, on a cité tout à l'heure le contrat social, comment un peuple devient un peuple, et il le devient parce qu'il ne l'est pas spontanément. Et je suis toujours, disons, à la fois attentive et critique, et critique déçue du peu de conséquences et de sérieux aussi de notre vocabulaire politique, en particulier celui des journalistes, il faut bien le dire, mais aussi celui de nos acteurs politiques, de nos représentants, qui confondent allègrement peuple et population. La population, ça n'est pas un sujet politique. La population, c'est un objet démographique ou c'est un objet épidémiologique. Ça n'est pas ce sujet qui, lui, ne s'appelle pas population. On ne demande pas à la population si elle est d'accord avec telle ou telle orientation de la politique du gouvernement. Non, c'est du peuple qu'il s'agit. Et ce peuple, donc, c'est un peuple politique, et c'est aussi, me semble-t-il important de le souligner,
c'est aussi un peuple éthique, en peine de ces normes. Alors, après disons, ces considérations qui peuvent apparaître comme des considérations à la fois liminaires et aussi un peu polarisées sur le vocabulaire, disons, je détaille quatre temps là, dans le sillage de ces réflexions sémantiques, puisque je tourne autour du pour. Hein, qu'est-ce que c'est quelle éthique pour la cité, comment se positionner pour la cité peut nous engager dans une réflexion sur l'éthique. Je distinguerai le pour comme effort du sujet. Hein, le pour, c'est le pour de l'effort. J'agis pour obtenir un but. Quelle éthique pour la cité, quels efforts éthiques ou quels efforts reliés à l'éthique faut-il consentir pour enrichir la cité de cette dimension d'éthique qui nous fait défaut. Et cette question, elle est posée donc par le sujet citoyen, qui va se découvrir capable d'éthique, je vais essayer de l'expliquer rapidement, et par le gros sujet dans lequel s'inscrit chacun de ces sujets citoyens qui se découvrent capables d'éthique, c'est-à-dire le sujet peuple, le sujet de la cité, le sujet de la politique. Deuxième temps, le pour comme horizon, hein, au sens où je pars pour telle ville, je me mets en route pour telle région. Le pour comme horizon, vers quel horizon politique, hein, vers quelle idée de la cité faut-il faire éthique ensemble? Quelle est l'idée de la cité qui va guider notre route, ou celle que nous prétendons en tout cas effectuer en direction de l'éthique? Et nous verrons là qu'il y a une construction de l'idée de cité qui est tout à fait importante et qui... elle est importante aussi parce qu'elle est problématique, qu'elle ne va pas de soi et qu'elle suscite même un certain nombre, en particulier dans notre époque de crise, un certain nombre de difficultés majeures. Comment arriver à représenter une image plausible de la cité, une image acceptable de la cité, une image qui ne soit pas purement abstraite, qui soit crédible, en particulier crédible pour justifier, pour légitimer l'effort éthique des citoyens. Troisième moment, troisième temps, hein, de ce questionnement à quatre temps, le pour comme projet, une fois qu'on aura évalué les capacités du sujet en direction de l'éthique, une fois que son horizon éthique sera à peu près plausible, encore faut-il que la démarche éthique puisse être construite, hein, comme une véritable progression vers l'horizon envisagé. L'éthique doit se projeter, mais se projeter signifie aussi avancer, hein, se rendre capable d'action, se rendre capable de concrétiser les aspirations qui sont émises, qui sont conçues par le sujet. Faute de quoi, l'éthique resterait une sorte d'horizon improbable qui serait
aussi placé sous le signe de l'impossibilité, de l'irréalisable. Une utopie, donc. Et si l'éthique devient une utopie, j'aurais tendance à dire que les deux premiers pour, si le troisième se volatilise dans un éther d'impossibilité ou d'improbabilité, les deux premiers ne vont pas tenir longtemps non plus. Et puis enfin, une fois qu'il apparaît qu'une démarche éthique est possible dans la cité, en fonction de cet effort consenti et en direction de cet horizon espéré, comment ça peut se passer dans la société démocratique contemporaine? Quelle forme, et là je repose ma question, quelles formes éthiques va prendre tout cet effort, tout ce cheminement, toute cette démarche, tout cet horizon éthique dans le cadre notamment de la démocratie. Et là, il faudra vraiment différencier l'idée de normes éthiques et l'idée de, disons, pour résumer, d'ordre moral. L'effort vers l'éthique, l'effort que consentent les sujets en peine d'éthique, ne peut évidemment pas aboutir à l'instauration d'un ordre moral ou d'un ministère de la vertu, ou même de plusieurs ministères de la vertu. Ça serait là la négation totale de tout ce qui précède, des trois pour précédents. Donc la question ne serait plus dans ce cas-là quelle éthique pour la cité, mais quelle cité démocratique est aujourd'hui capable d'éthique? Comment notre démocratie peut-elle se rendre capable d'éthique, c'est-à-dire capable de formuler des normes acceptables et des normes que chacun des citoyens puisse, acceptable par le sujet collectif, mais que chacun des citoyens puisse s'approprier, dans lesquelles chaque citoyen puisse se reconnaître, sans tomber évidemment dans la facilité d'un ordre moral. On verra, on terminera sans doute là-dessus, que ce spectre de l'ordre moral, on pourrait dire qu'il n'est sans doute pas tellement à craindre dans notre société qui en a une véritable phobie. Et pourtant c'est peut-être moins évident que ça. Il y a peut-être des spectres de rechange là pour prendre la place du défunt ordre moral dont la grande chienlit de 68 a signé la disparition. Alors, attendez, je regarde, oui, parce que en développant là, je développe à la fois des choses qui peuvent paraître être des annonces, mais qui à chaque fois creusent un peu plus chacun des items. Donc, nous allons recreuser encore chacun d'entre eux à un degré un peu plus développé, pour arriver dans des temps raisonnables à la fin de cet exposé que je ne voudrais pas repousser dans la mesure où nous attendons d'autres intervenants et où je voudrais aussi, bien sûr, comme chacun de mes prédécesseurs, laisser le temps au dialogue. L'effort du sujet, le sujet qui s'interroge sur l'éthique est un homme et un citoyen qui découvre en lui-même une capacité, une demande, mais aussi une capacité, on pourrait dire une disponibilité pour la question éthique. Et je voudrais ici faire un petit rappel. C'est une manie des philosophes, mais j'espère justifier ce rappel par autre chose que le péché mignon des philosophes, un rappel étymologique, pour aller aux racines du sens, du sens du mot éthique, du sens ou de ses sens cachés.
parce que quand nous disons éthique, vous savez que nous disons de façon vraiment très souvent, le plus souvent indifférenciée, éthique et morale, que nous employons l'un pour l'autre, même si nous savons qu'on peut différencier les deux. Mais il n'empêche que dans ce mot éthique, il y a quelque chose de plus et qui me semble expliquer qu'il ait été privilégié par l'époque contemporaine que dans le terme de morale. Dans le terme d'éthique, il y a bien sûr, comme vous le savez, la référence aux mœurs, hein, à l'éthos, mais il y a donc aux habitudes, aux coutumes d'une société, donc un certain nombre de dispositifs propres à chaque groupe social, à chaque groupe humain, et sujets à évolution, à inflexion au fur et à mesure des transformations historiques des dits groupes. Mais il y a aussi, sous ce que nous appelons éthique, un autre mot, en fait, qui s'est, comme une sorte de double étymologie qui s'est greffée, c'est ethos, hein, et qui va du côté du caractère, hein, du type, voire de la particularité. Hein, l'ethos, dans la tragédie ou dans l'art dramatique grec, c'est la capacité des personnages, de la pièce et de son auteur à peindre des types auxquels le public peut s'identifier, dans lesquels, disons, porteurs de l'humaine condition, comme dira Montaigne. Hein, des types qui représentent en quelque sorte le génie humain. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cet ethos qui s'est greffé dans la double étymologie du mot éthique, c'est qu'il y a la dimension de l'affirmation d'une humanité, hein, presque de ce qui différencie l'humanité du reste. Alors, je n'entre pas dans la question des animaux, mais l'humanité consciente d'être humaine et qui revendique son humanité par rapport à un monde qui, lui, ne peut pas ni afficher, ni pratiquer cette humanité, soit parce qu'il en est incapable, monde végétal, monde naturel, monde animal pour l'essentiel de notre tradition, ou parce que, s'il s'agit d'êtres humains, ce monde a basculé dans l'inhumanité. Hein, la cité barbare, la cité où les hommes se conduisent de façon inhumaine, c'est aussi celle qui est incapable d'éthique, qui est incapable d'afficher le génie propre de l'homme, hein, le caractère distinctif de l'humanité à la clé de toutes ces normes, à la clé de toutes ces pratiques. Et il ne faut pas, il faut pas perdre de vue là, ce sens un peu adjacent, parce qu'il me semble particulièrement riche. Donc, au-delà de la conformité aux mœurs de chaque cité, hein, l'éthique met en scène, en fait, la particularité d'un sujet à l'œuvre dans sa vie individuelle et collective pour exister au sein du groupe. Un sujet à l'œuvre pour faire entendre sa marque humaine, hein, pour faire reconnaître sa marque humaine, pour attester son humanité, et du coup, pour conférer cette humanité au groupe tout entier. Il y a là une sorte de validation humaine dans l'éthique, c'est la manière d'estampiller de façon humaine le groupe auquel on appartient. De l'estampiller à la première personne du singulier, hein, moi, je suis sujet, je suis homme, comme disait Terence, hein, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je suis
je suis homme et je l'affiche, moi, surtout si je suis confronté à des gens qui se comportent de façon inhumaine, ce qui fait le ressort, je vous le rappelle d'ailleurs, de beaucoup d'une grosse partie, si ce n'est de la totalité de la littérature mondiale. Mais cette humanité que je revendique, que je tiens à bout de bras, là, y compris dans les situations les plus désespérées, eh bien, j'attends que le groupe la reconnaisse et la partage. Et l'éthique, de ce côté, c'est bien la mise à la disposition du groupe de ma capacité éthique. La mise à la disposition du groupe de la capacité éthique du sujet individuel, mais aussi du sujet collectif, qui sera le nous de ce groupe. Le groupe qui reconnaîtra la valeur de cette capacité éthique sera bien sûr un groupe qui saura dire « nous avons des valeurs ». Et inversement, si ça rate, si ça ne marche pas, si le groupe n'est pas capable de se représenter la valeur de ses valeurs ou la valeur de cette attestation éthique, cela veut dire que ce groupe sera en déshérence, en rupture d'humanité. Ce sont des situations, bon, je dis les choses de façon très abstraite à la manière des philosophes, là, mais ce sont des situations historiques qui existent pas seulement à l'époque du Troisième Reich, parce qu'on a toujours tendance à aller de ce côté-là quand on veut donner des exemples de sociétés inhumaines, mais nous pouvons nous tourner, je crois, vers chacune des pages de l'histoire que nous connaissons, la nôtre, celle du monde, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite, l'histoire de la surexploitation des ouvriers de l'industrie au XIXe siècle, etc., ou de l'oppression des femmes. Nous avons pléthore d'exemples, et qui ne sont pas seulement passés, pour montrer que l'effort du sujet capable d'éthique se heurte, et c'est en cela que c'est un effort. N'oublions pas qu'un effort, il y a un effort quand ça résiste. Cet effort du sujet capable d'éthique, il peut se heurter à la fin de non-recevoir d'autres sujets qui eux, ne veulent pas se reconnaître capables d'éthique, ou du groupe tout entier qui préférera d'autres procédures, d'autres chemins. L'effort du sujet, de ce point de vue, est éthique, on pourrait dire à deux degrés. Effort vers les valeurs, effort du sujet qui observera dans sa vie personnelle, dans ses relations avec ses semblables, un certain nombre de règles qu'il s'est fixées, mais effort aussi pour faire reconnaître cet effort. Cet effort est toujours redoublé par une dynamique de l'attestation, de la reconnaissance, puisque le sujet ne peut pas, et parce que là, il serait qu'incomplètement éthique, ne peut pas se contenter de dire « j'ai ma conscience pour moi ». Moi, je ne me permets pas de faire ça, et c'est là qu'on entre dans le politique. Moi, je ne me permets pas d'avoir telle attitude, mais je ne vous juge pas. Et dans notre société, dans notre démocratie en crise, dans notre démocratie en peine de valeur, en peine de capacité éthique et d'attestation éthique, il y a bien souvent, vous le savez, cette tentation de dire chacun cherche, chacun sa route, chacun son chemin, là, comme la petite chanson d'Un Indien dans la ville. Mais si l'autre veut se comporter comme un porc, j'en demande pardon au porc, je n'ai pas le droit de le juger. C'est son problème. Et là, alors, l'effort éthique premier degré, c'est-à-dire l'effort que je fais pour mettre ma vie en conformité avec un certain nombre de valeurs, avec un certain nombre de règles, avec une certaine conscience, oui, ça sera rempli, ok, mais en revanche, du côté de l'attestation que je dois au groupe et qui donne tout le relief à ma démarche éthique de sujet, là, il y aura un véritable échec.
qui risque bien, je le montrerai plus tard, enfin pas trop tard, d'entraîner l'échec complet, y compris de la démarche numéro 1, c'est-à-dire de la démarche de recherche éthique du sujet maître de sa vie. Passons ici au deuxième au pour horizon. Pour quelle cité faut-il faire éthique chacun de notre côté, mais aussi ensemble, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si nous devons nous demander pour quelle cité il faut faire éthique, c'est faire éthique ensemble. Et là, je vous renverrai à des choses que sans doute la plupart d'entre vous connaissent. Je crois que nul n'a mieux qu'Aristote posé le caractère central, essentiel, fondateur de la relation éthique au sein de la cité. Cette vertu qui, comme il dit dans l'éthique à Nicomaque, apparaît sous un double aspect, l'un intellectuel, l'autre moral, est une perpétuelle réinvention, est en création perpétuelle. La dimension intellectuelle de la vertu, de l'effort éthique, est nécessaire pour justement que l'attestation en direction de la cité, en direction des autres citoyens, soit réussie, ne soit pas peine perdue. Mais il y a aussi la dimension beaucoup plus humble que celle de l'attestation intellectuelle, celle de la pratique. Comme il dit, la vertu morale est fille des bonnes habitudes. Très jolie expression, fille des bonnes habitudes. Elle doit aussi, quelque part, prouver le mouvement en marchant. C'est aussi par mes comportements que je peux réussir ou faire réussir ou donner des chances à l'attestation éthique au sein de la cité et prouver, donc, puisque attestation, démonstration il y a, que l'éthique n'est pas ma petite marotte, de sujet de belle âme, de belle âme qui veut gagner son ciel. Parlons en termes chrétiens, mais chrétiens, disons, pas très élevés. Gagner. Bon, je veux que par mes œuvres, voilà, tout me soit bien comptabilisé dans le bon sens. Ça n'est pas suffisant. Il faut que par mon exemple, par ma démonstration à la fois intellectuelle, la verbalisation de mon discours éthique, mais aussi par la démonstration que je fais de ma vie, l'exemplarité de ma vie, tout simplement, je fasse la preuve que le groupe est capable d'éthique. Alors, je pense à un très beau texte que mes étudiants connaissent parce que c'est un peu mon dada, je m'arrange pour le ressortir à peu près chaque année, tiré du livre des exemples d'Ibn Khaldoun, ce grand philosophe de la fin du Moyen-Âge arabe. Et c'est un texte tout à fait, alors je trouve d'une actualité bouleversante, en particulier d'une actualité politique au sens du plus petit bout de la petite lorgnette politique de l'actualité de la semaine ou de la quinzaine, en France notamment, qui s'appelle, où il dit « L'injustice compromet la civilisation ». C'est-à-dire que si le commun des mortels commet des fautes, ça arrive, et en particulier dans les classes les plus démunies qui ne peuvent pas accéder à l'attestation intellectuelle de l'inquiétude éthique,
ils tombent sous le coup de la loi, ils enfreignent les lois, ils tombent sous le coup des lois pénales, ils sont corrigés, ils sont rectifiés, ils sont incités à agir autrement, et bon, les choses en principe devraient s'arrêter là. En revanche, dit Ibn Khaldoun dans ce texte, si ceux qui ont le pouvoir, qui ont la main sur les lois, enfreignent les lois, alors ils risquent de compromettre l'idée même de la civilisation. Si les lois n'apparaissent que comme l'œuvre commode et escamotable d'un certain nombre de puissants, non seulement, merci beaucoup, non seulement elles sont ridiculisées, elles sont dévalorisées, mais, comme le dit Ibn Khaldoun, c'est la possibilité même de la cité comme sujet éthique, donc de la civilisation, qui est remise en cause. C'est-à-dire que plus personne ne croira. Donc, avis à tous ceux qui fraudent le fisc, qui s'en mettent plein les poches, qui détournent les lois de leur sens grâce à d'habiles subterfuges judiciaires, il y aura là une mise en crise, non seulement de la loi, non seulement des normes, mais de la cité elle-même, et au-delà de la cité, de la possibilité même de la civilisation, au sens où la civilisation, c'est l'accomplissement de l'humanité, de notre caractère d'homme, par les hommes qui sont dans la cité, par les animaux politiques, comme disait Aristote, qui sont dans la cité. Si ces animaux politiques vont jusqu'au bout de leur caractère spécifique, ils s'accompliront dans la cité comme capables d'éthique, sinon ils mettront l'ensemble du projet de la cité en échec. Comment ce projet peut-il ici s'affirmer, en particulier dans la société contemporaine, postmoderne, qui a rejeté à bien des égards les prescriptions, les morales prescriptives, les normes contraignantes pour l'individu, l'interdit, la forme la plus rigide et la plus dogmatique de l'éthique. Il est sûr que dans notre société, aujourd'hui, nous avons tendance, dans notre valorisation de la demande éthique, de l'inquiétude éthique, à insister sur ce qu'on peut appeler dans un vocabulaire hegelien, mais je fais juste l'emprunt sémantique, la moralité subjective, c'est-à-dire chaque conscience est juge de son itinéraire, chaque conscience est juge de l'exercice souverain qu'elle fait de sa responsabilité éthique, et l'addition de ces responsabilités individuelles peut donner une co-responsabilité sur le mode de la copropriété. Nous avons une représentation de la cité aujourd'hui qui est très proche de la copropriété. Chacun détient un certain nombre de parcelles, chacun détient un certain segment de la propriété commune, avec des parties communes, des intersections entre les propriétés, et une co-responsabilité, une co-vigilance qui s'arrête assez rapidement, avec la crainte éprouvée par le sujet, hyper chatouilleux, hyper soucieux de son indépendance, qu'on puisse lui dicter quoi que ce soit, ou qu'on puisse lui prescrire, lui interdire quoi que ce soit. Donc, je veux bien être co-responsable, je veux bien exercer ma conscience,
Mais ça ne doit pas aller au-delà. En quelque sorte, il y a un partage co-gestionnaire de la responsabilité éthique dans la cité. Est-ce qu'avec cette dimension, on peut aller à une véritable attestation du projet éthique de la cité? Est-ce que les bonnes intentions individuelles, la pratique d'une civilité sympa, comme dit avec ironie, avec son ironie caustique Finkielkraut, hein, cette morale de la civilité sympa, cette morale finalement contractualiste, associant des bonnes volontés singulières, suffit-elle à remplir le projet éthique de la cité? Eh bien, j'aurais tendance à penser que rien n'est moins sûr, parce que tant que l'arbitre du projet éthique reste l'individualité, l'intérêt de chaque individu citoyen doué de bonnes intentions éthiques à ce que finalement ses semblables, ses voisins, ses collègues, etc., fassent la même chose, il risque d'y avoir toujours le dysfonctionnement, la déviation, la rupture, l'hiatus, tout ce que vous voulez, par lequel l'affirmation de soi pourra être présentée par certains comme empiétant sur la démarche éthique attendue de chacun. C'est-à-dire, pour être encore plus sympa, je peux estimer qu'il faut autoriser tel ou tel, la levée de tel ou tel tabou. Pour être encore plus sympa, il n'y a pas de raison qu'un tel ou un tel ne puisse pas, puisqu'on ne juge pas, ne puisse pas lui aussi exprimer ses opinions ou vivre de la manière dont il entend vivre. Après tout, en quoi cela empêcherait-il l'exercice de la responsabilité? Je conclus. La réponse ici sera que cette limite de la moralité subjective sera marquée justement par la possibilité, et donc par différence, d'une réconciliation entre le sujet agissant pour son propre compte, le sujet éthique agissant pour son propre compte, et le monde de la cité. Le monde de la cité a besoin de normes, a besoin même d'une normativité qui, et c'est là la question de l'ordre moral, ne doit pas, me semble-t-il, être peinte, représentée sous les traits aujourd'hui unanimement repoussants de l'ordre moral. La postmodernité est, nous l'avons dit plusieurs fois, réticente à toute forme de prescription. L'effort d'attestation et d'engagement qui peut valider la capacité éthique de la cité a besoin, lui, de normativité. Il a besoin de ce que Pierre Legendre appelle les montages du sens. Il a besoin de ces règles qui seront considérées par les uns et par les autres comme compatibles avec sa propre attestation éthique et qui seront néanmoins, qui ressortiront néanmoins au registre de la prescription. Le faire éthique dans la cité passe forcément par le consentement à une règle commune qui est un ordre, même si celui-ci n'est pas un ordre moral. Et la condition pour qu'il ne le soit pas, c'est qu'il relève de l'effort éthique commun, partagé dans le cadre de la démocratie. Merci. Je vous écoutais attentivement et j'avais du mal à distinguer, même si vous dites à la fin qu'il ne faut pas que ça soit un ordre moral, que ça en diffère, l'éthique, en quoi
quand vous évoquez loi, transgression, valeur. Donc valeur, c'est estimer ce qui est bien, ce qui est mal. En quoi éthique différait de morale, de la morale? Parce que moi, je cherche à comprendre la différence et ça n'est pas clair du tout dans mon entente. Non, alors je vous arrête, je réponds vite. Pour moi, c'est un coupage de cheveux en quatre, hein, la différenciation entre éthique et morale. De toute façon, de fait, nous utilisons tout le temps, et la cité et la langue contemporaine utilisent toujours l'un pour l'autre, sauf que nous avons délaissé morale. Hein, vous avez des occurrences du vocable éthique beaucoup plus fréquentes aujourd'hui que les occurrences du vocable moral, parce que justement, moral rappelle le spectre hideux de l'ordre moral. Je ne vais pas te faire la morale, mais si vous voulez donner un conseil à quelqu'un, il faut que vous preniez la précaution de l'avertir que vous n'allez surtout pas lui faire la morale. Mais la moralité, l'important, c'est la moralité ou l'éthicité, c'est-à-dire cet effort que nous sommes capables de déployer au singulier, au collectif. Et l'ordre moral, c'est l'inverse. L'ordre moral, c'est l'ordre pharisien, c'est celui qui vient de l'extérieur, auquel simplement je cherche à me conformer. Hein, regardez comme j'ai bien